Ok, très bien. On est parti du coup pour un nouvel épisode de Elle casse les codes. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Thierry qui m'a donné accès du coup à un logiciel génial qui m'a permis de faire une interview, un podcast à Harlem avec un entrepreneur américain. Et du coup, on va discuter de ce qu'il fait, de tout ça, de ce qui a permis du coup de réaliser ce podcast incroyable. Car moi et mon niveau d'anglais, c'était pas ça. Donc du coup, je suis très contente. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté mon invitation et de participer à mon podcast. Je vous en prie, merci Barbara aussi pour votre invitation. Du coup, pour ceux qui vous connaissent pas, si vous pouvez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Eh bien, je m'appelle Thierry Tavakelian, j'ai 59 ans. Je suis entrepreneur depuis l'âge de, allez, on va dire 16 ans, date à laquelle nous avions ouvert un commerce de chasse, de pêche et de sport en fait avec mes parents pour payer mes études. Et donc, depuis ce moment-là, soit pour mon compte ou pour le compte d'entreprise, dans ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, eh bien, j'ai été entrepreneur en fait, c'est-à-dire que j'ai développé des choses dans des domaines aussi variés. Donc au départ, effectivement, la pêche ou le sport. Après, ça a été les études de marché, les sondages d'opinion, notamment dans le domaine des médias. Puis après, dans le monde des écoles de commerce, dans le monde du textile, et là maintenant dans le monde de la linguistique, tout simplement. Ok. Donc mon parcours depuis le début de ma carrière professionnelle, en fait, ça a été d'inventer des choses et de les développer autant que faire se peut. D'accord. Et donc depuis l'âge de 16 ans, Oui, c'est extrêmement tôt. oui, tout à Pour, fait. En fait, alors, c'est lié, je dirais, à une circonstance familiale qui ont fait que les études que je voulais faire ne pouvaient être payées que si on arrivait à compléter les revenus de mes parents par un commerce. Et dans lequel je devais être partie prenante, donc à la vente tout simplement. Et donc oui, j'ai été vendeur et j'ai même tenu le magasin de mes parents pendant quelques mois quand mon père était gravement malade pendant mes études. Donc j'avais 18 ans. J'ai dû être patron du magasin, faire les achats, etc. Ouvrir, fermer la caisse et tout, comme Ouais. voilà, comme un commerçant traditionnel, sauf que j'avais 18 ans et j'avais en dessous du comptoir mes concours que j'étais en train de réviser pour les écoles de commerce. Ouais. Donc c'était la seule différence. Donc voilà. Ok. Donc oui, j'ai commencé très tôt, effectivement. Mm. Incroyable. Et du coup, parce que là, le logiciel que là j'ai utilisé aux Oui, États-Unis, oui, moi, ce qui m'a intriguée aussi, même quand on s'est rencontrés, quand vous en avez parlé pendant votre conférence à la Cité de l'IA, tout à fait. justement l'IA dont on en parle beaucoup actuellement pour Oui, dire qu'il reproduit les biais, donc oui, et que justement que vous avez ce souci à ce que ce soit inclusif justement dans tout ce. à fait. Alors, l'inclusion est pour nous, je dirais, une base élémentaire, à savoir que lorsqu'on travaille dans la linguistique, eh bien, l'objectif, effectivement, c'est d'établir des passerelles entre les personnes. Passerelles, en fait, qui commencent par la compréhension de l'un par l'autre et réciproquement. Donc on le fait par différents moyens classiques en fait, à l'écrit ou à l'oral avec des interprètes. Et on s'est dit que un interprète effectivement c'est une personne qui a des compétences qui sont incroyables, de savoir écouter, comprendre et dans le même instant quasiment restituer dans une Ouais. autre langue qui n'est pas qui est la sienne ou pas parfois ce qui a été dit par une autre personne. Ouais. C'est franchement, je dirais, des qualités et un savoir-faire qui est assez unique. Mais comme toute chose unique, en fait, ça a un coût qui est très significatif. Et donc, l'usage d'un interprète est réservé à des occasions pour lesquelles, effectivement, il y a un enjeu et il y a surtout la capacité de payer, effectivement, un interprète. Et on s'est dit, il y a beaucoup d'autres occasions pour lesquelles il y a nécessité, effectivement, de permettre cette communication, cette compréhension mutuelle, mais où il n'y a pas forcément les moyens financiers de mettre en œuvre ce genre de prestations. Et on s'est dit, avec aussi l'aide de la Cité des sciences et de l'industrie de Paris,
qui est venu vers nous, effectivement, alors que nous avions l'idée, et qui nous a dit, on aimerait bien que vous développiez un tel système pour nous, et bien, donc il fallait y aller. Et c'était effectivement un défi très important, parce que on doit capter ce qui est dit, donc de manière totalement automatique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune intervention humaine. Donc le capter correctement, le traiter, l'envoyer sur un algorithme qui va le convertir en texte, donc de la voix on passe au texte. Ce texte, le traduire ou pas, parce qu'on peut aussi faire de la langue originale, et après le repasser en voix. Et le côté inclusif, effectivement, eh bien déjà il est dans le système lui-même parce que on permet à des personnes comme ça qui sont dans un espace, dans une conférence, par exemple, où le speaker en fait est de langue étrangère à un moment donné et ils n'ont pas de système en fait de traduction, auquel cas à ce moment-là ils ne comprennent rien en fait, ou des bribes. Donc on a déjà ce type d'inclusion pour des personnes en fait qui n'ont pas de soucis auditifs. Et ensuite, on s'est dit que pour les personnes qui ont effectivement un handicap auditif, en fait, eh bien, de pouvoir, grâce à leur téléphone, leur permettre de lire ce qui est dit, traduit dans leur langue ou pas traduit. C'est-à-dire qu'on peut utiliser aussi notre système pour un conférencier français et je suis français et j'ai des problèmes d'audition. Eh bien, avec un newcomer, eh bien, je peux voir sur mon téléphone en temps réel ce qui est dit par le conférencier. Et donc, effectivement, ce côté inclusif, avec ou sans traduction, était pour nous, en fait, et pour la Cité des Sciences, un élément fondamental et central. Ouais, mais c'est incroyable. Ça veut dire que là, ça rend vraiment accessible à tout le monde, tout type de personnes ou de contenu. Qui, par exemple, on sait que parfois, y a des cours en anglais ou des choses auxquelles on n'a pas forcément accès. Là, ça rend accessible en fait des savoirs qui, en fait, ça lève la barrière de la langue en fait par rapport. Alors, ça lève. Vous avez raison, effectivement, la barrière de la langue, mais je dirais beaucoup plus que ça. Si on fait tout le cheminement de la pensée, au départ, est le savoir. Si je ne sais pas, je suis ignorant et le monde qui m'entoure, je ne peux pas le comprendre. Donc le savoir est la base. Et donc pour avoir ce savoir, effectivement, je dois entendre déjà ce qui est dit. Le savoir débouche après sur le comprendre. La compréhension qui fait que, effectivement, ce qui m'entoure, je peux l'appréhender par ce que je vois et ce que je connais, ma culture, etc., et mon savoir. Et c'est par la compréhension, après, que logiquement, des choses, face à une situation donnée, je dois prendre la bonne décision et engager la bonne action. Et c'est ce cheminement, effectivement, que à la base, on permet, tout simplement, par le fait de pouvoir transmettre le savoir dans n'importe quel type de circonstances, dans n'importe quel type de langue. Parce qu'effectivement, vous disiez, pour des étudiants par exemple, le fait d'être à un cours où le professeur s'exprime dans une langue et où on ne comprend pas tout, eh bien, forcément, c'est un motif d'exclusion, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce qu'il me dit. Donc après, derrière, je ne sais pas le traiter correctement. Et si j'ai pas compris et que je peux pas accumuler mon savoir et je dirais le ranger correctement dans mon cerveau, eh bien, il va manquer quelque chose. Et à un moment donné, face à une situation, si je n'ai pas cette connaissance et cette compréhension parce que j'ai pas bien appréhendé au préalable, eh bien, je peux prendre une mauvaise décision. Donc, oui, c'est effectivement, on en est à la base de la compréhension, en fait, par le fait de donner l'accès au savoir, tout simplement. Et à tout le monde. Et c'est ça qui est important. C'est ça, c'est que ça à tout le monde parce que comme vous disiez, hein, avoir un interprète, pourtant, ça me fait penser à quelque chose, mais ça fait très longtemps dans l'histoire que le fait de traduire des textes pour avoir accès à d'autres sciences que d'autres ont découvert, que ça se fait, mais que pareil, c'était accessible uniquement à une élite. Exactement. Et puis très compliqué aussi à mettre en pratique. Et puis avec cette problématique d'interprétation, parce que forcément, quand on traduit, on interprète aussi par rapport à la culture qu'on a. Tout à fait. Donc ça biaise aussi sur ça. Possible, et même actuellement, ça restait accessible qu'à une élite en fait.
qui était capable de traduire et de comprendre. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup l'anglais qui sert dans les sciences de façon globale et mondiale pour avoir accès à ça, mais tout le monde n'a pas forcément accès à ça. Exactement. Mais tout le monde, par son expérience et son vécu ou ses découvertes, peut en conclure certaines choses qui peuvent servir à d'autres et les croiser, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que notre outil, là, Newcomer, aujourd'hui est disponible, je dis bien aujourd'hui parce que ça va évoluer fin 2024 et 2025, dans déjà 22 langues. Ça veut dire que on peut avoir, un exemple là prochain, au musée du MIT, donc à Boston, une conférence multi-speaker aura lieu donc en espagnol, et nous allons la traduire en anglais. D'accord. On pourrait le faire de l'espagnol vers le polonais, vers l'allemand, vers le chinois, le coréen, le japonais, enfin voilà. Donc dans les 21 langues qu'il y a. Et effectivement, par ce genre de système en fait entièrement automatisé, on arrive à réduire les coûts de telle manière à ce que ce soit effectivement accessible au plus grand nombre. Et c'est ça l'objectif, c'est-à-dire que nous n'avons aucunement l'ambition et la vocation à remplacer les interprètes humains. Oui. Parce que la technologie étant ce qu'elle est, elle n'a pas le même niveau de précision, de qualité, etc., qu'un interprète humain. Et donc, prenons un exemple, aujourd'hui nous travaillons par exemple pour la présidence de la République. Je ne me verrais pas mettre ce genre de système en fait pour traduire une interview en direct du président qui s'adresse donc à un autre chef d'État. Une erreur de traduction de la machine pourrait engendrer des problèmes diplomatiques qui seraient assez gênants. D'accord. Même si on dit c'est la machine qui s'est trompée, ça ne fait pas très sérieux. D'accord. Et donc là, pour ce genre d'occasion, bien sûr, il y a bien d'autres occasions aussi comme ça, qui sont pas aussi stratégiques, mais pour lesquelles l'humain est important. Mais donc voilà, pour ce genre de circonstances, effectivement, où il y a un enjeu, là, il faut garder l'humain parce que aujourd'hui, la machine n'a pas le même niveau de qualité d'institution. En revanche, pour tout le reste, et il y en a, comme vous disiez, il y a des milliers d'occasions dans le monde entier, dans toutes les langues. Là, oui, on peut intervenir. Ce qui fait qu'effectivement, le marché pour Newcomer est gigantesque parce que on peut intervenir dans tous les pays sur un simple téléphone, mais comme vous l'avez fait, tout simplement, permet d'utiliser donc l'application, la solution, un ordinateur, etc. Enfin voilà. Je vous disais donc juste avant, effectivement, quand on démarre, on va permettre d'ici quelques semaines de pouvoir regarder la BBC ou CNN, en fait, soit en sous-titres par son téléphone, soit à l'audio, en français, en allemand, en italien, etc. Et ça va pouvoir développer du coup un accès à différents points de vue. Exactement. Pas uniquement à la télé française avec un point de vue qui est propre. Alors je dis pas que c'est vrai ou faux, mais un point de vue c'est toujours subjectif en fait. Tout à Donc fait. c'est là de pouvoir accéder à d'autres façons de penser en fait, d'autres points de vue et. Par définition, ça sera un outil d'ouverture parce que là, on l'a testé effectivement sur des situations que nous considérions comme pas extrêmes, mais parmi les plus extrêmes, effectivement, quand vous écoutez CNN ou la BBC, c'est un débit de parole qui est très important. Quand ils interviewent un expert, en fait, il n'y a quasiment pas d'arrêt parce que les gens sont dans leur speech, etc. Pareil, on a testé sur des conférences de la NASA avec un vocabulaire technique, etc. On se confronte en fait toujours aux situations les pires. Parce qu'on se dit que si on passe ce genre d'obstacles, pour le reste, il n'y aura aucun problème. Exactement. Et donc après, effectivement, donc là, pour l'anglais, vers toute langue, eh bien, c'est en train d'être validé. On va s'attaquer, parce que j'ai accès via mon abonnement, en fait, télévision, mais aux chaînes japonaises, coréennes, enfin, à toutes les chaînes, en fait, du monde possible, et à toutes les sources, en fait, de connaissances. Parce que, effectivement, on a nommé globalement en fait cette gamme de produits l'accessibilité augmentée. C'est en clair, c'est donner l'accès
de manière simple, en fait. Ouais. Et quand je dis augmenter, c'est par le biais de choses qui permettent de donner l'accès au plus grand nombre, en fait. Donc, l'ambition est là, c'est que en plus, avec ce genre de système, vous pouvez totalement avoir, par exemple, en Afrique, des personnes qui souhaitent avoir accès à un contenu qui n'est disponible en direct que en Australie ou au Japon. Eh bien, avec ce genre d'outils, on pourra avoir, alors après les dialectes africains, on verra, peut-être un peu plus tard, c'est un peu plus compliqué éventuellement, mais en anglais ou dans des langues un peu plus courantes, effectivement, l'accès comme ça, en direct, à ce genre d'événements. Et avec un simple téléphone. Ouais. C'est ça qui est important, c'est que ça a été notre cahier des charges avec la Cité des Sciences, c'est d'être universel, omni-device, comme on dit en bon français, c'est-à-dire que depuis le téléphone, bien sûr connecté au Wi-Fi ou en 4G d'une personne, ça puisse fonctionner. Ouais. Bah, comme moi je l'ai fait, j'ai pu l'utiliser avec comme j'ai un anglais scolaire très moyen, voire très faible, donc pas terrible, mais du coup ça m'a donné suffisamment confiance en moi pour démarcher un entrepreneur américain en plein Harlem et de pouvoir créer cet échange un peu surnaturel, quoi, qui naturellement, enfin, ce serait pas fait parce que j'en aurais pas eu la capacité d'échange et même d'avoir cette qualité en fait d'échange, parce que il comprenait très bien mes questions et je pouvais même élaborer des questions complexes en fait. Tout à fait. J'étais pas obligée de rester dans le simple. J'ai vraiment pu aller plus loin et en tout cas le podcast, je suis en train de le monter donc il sera bientôt en ligne. Mais j'ai vraiment pu avoir une conversation profonde avec lui et qui, avec mon anglais qui est très simple, serait resté très superficiel en fait. Donc, et parce que c'est vrai que des fois, quand on discute avec quelqu'un d'origine étrangère et qui maîtrise pas notre langue, on a l'impression que peut-être qu'il est peut-être moins intelligent que nous, etc. Comme il maîtrise pas la langue, ce qui est faux, parce que sauf que de pouvoir bien élaborer des questions complexes et profondes, etc. Permet aussi d'avoir un échange qui est beaucoup plus profond. Et ça, je vous remercie beaucoup, parce que vraiment, ça a été... même lui était curieux, parce que quand je suis allée le démarcher, il m'a dit, tiens, une Française avec le hijab qui vient me demander pour faire un podcast sur l'entrepreneuriat. Il était curieux, en fait, de voir ce que ça allait donner et d'être... Et en fait, du coup, on a pu aller plus loin et j'ai ma cousine qui a la double nationalité, qui est américaine et française, donc qui maîtrise totalement les deux langues. Et comme je disais, on en discutait avant de démarrer, c'est que elle était pas forcément à l'aise sur le fait de traduire ce que moi je racontais, parce qu'elle avait peur aussi de pas le dire aussi bien que moi je l'avais dit, que en fait la machine elle a pas ses appréhensions parce que elle prend tel quel ce que j'ai raconté, donc et ensuite le traduit. Tout à fait. Sachant qu'on peut même, et ça c'est dans le produit dès aujourd'hui, on peut même aider la machine à mieux comprendre ce que on va dire. On peut mettre des éléments de contexte, on peut mettre des mots-clés en fait, pour que la machine les restitue correctement. Et donc là, on a un côté un petit peu hybride où l'humain va intervenir pour aider la machine au départ, et après la machine en fait gère toute seule effectivement la chose. Et comme vous disiez très bien, sans a priori et sans biais culturel. L'IA a été développée par des humains, donc il y a des humains derrière tout ça, et donc quelque part il y a toujours un petit biais culturel. Mais au niveau linguistique, on est tellement dans un brassage important des différentes données que on peut se dire quand même qu'il y a une assez bonne neutralité globalement, pas à 100%, on est d'accord, mais voilà, globalement. Puis même des fois, même si on parle la même langue, des fois en fonction du milieu d'où on vient, il y a des fois des termes que d'autres connaissent pas, ou des expressions, ou même des fois c'est des questions de génération, d'âge, ou parce qu'une langue est vivante, donc elle bouge. Exactement, une langue évolue. Le français en est un très bon exemple. Et justement, avec des générations qui utilisent les téléphones, qui font du SMS, des réseaux sociaux, etc., on s'aperçoit effectivement, alors après, sans bien, sans mal, ça c'est une autre question philosophique, mais qu'il y a une évolution de la langue, en fait. Moi, ma fille de bientôt 9 ans,
on emploie des mots parfois, je dis, tu vois, est-ce que tu as entendu ça? Parce que, bon, c'est à l'école, bien évidemment, ou au centre aéré, mais voilà, Mm, qu'on n'utilisait pas, moi, quand j'avais son âge, en fait, ouais, ouais. il y a quelques années. Mm, Donc, mais bon, voilà, après, c'est l'évolution. Je veux dire, il faut pas être figé sur les choses. mm. Est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était moins bien? Un peu, je pense que c'est pas le débat. Le principal, c'est que Oui, oui. effectivement, Bah, tout ce qui est vivant les gens se bouge, hein, comprennent, donc voilà, et c'est. que la société évolue aussi. Donc Ouais. voilà, qu'on n'appelle pas les choses de la même manière. Bon, bah, c'est pas Bon, grave. on a eu le bel exemple quand Aya Nakamura a chanté et qu'elle explique que justement elle utilise du vocabulaire ou des expressions que d'autres ne comprennent pas. Oui. Mais voilà, le but étant Et puis de. c'était une performance artistique, Oui. donc il fallait le prendre comme tel. Mm, mm. Je veux dire, dans le contexte qui était celui de la cérémonie d'ouverture des JO, enfin, après, il faut pas non plus voir le mal partout, Non, non, mais. il faut le prendre tel que Mhm. tel que c'est, et puis le remettre dans le contexte du moment. Ouais. Et effectivement, ça a pu en surprendre ou choquer certains, mais moi j'ai trouvé ça amusant. Ouais, ouais. D'avoir la garde républicaine qui dansait Mm, et mm. se déhanchait derrière elle, ça c'était génial. Ah ouais, c'était incroyable. Bah justement, de créer ces ponts C'est et ça, que ces voilà. milieux se Voilà, rencontrent, exactement. Et ça, c'était une belle c'était. rencontre, Ouais, totalement improbable, et puis qu'on a pu avoir par ce biais, c'est clair, c'est clair. ouais. Euh, Et du coup, comment ce projet est né au départ et pourquoi ce nom de Newcomer justement? Alors, la genèse du projet, ça vient d'assez loin. Euh, Ça vient du fait que, au départ, nous avons fait une expérience avec un système un petit peu comme celui-ci, mais qui n'avait rien à voir, qui était totalement humain, pour le tournoi de Roland-Garros en 2022 et 2023. C'est-à-dire que nous avons été approchés par les organisateurs du tournoi, qui nous donnaient pour objectif de traduire ce qu'on appelle les interviews de fin de cours, de fin de Mhm. match, donc du vainqueur, dans une autre langue, donc en gros du français vers l'anglais, de l'anglais vers le français, et ce qui était traduit, de l'afficher sur l'écran géant du cours derrière le joueur et l'intervieweur, en temps réel. Mhm. Je peux vous dire que pour arriver à ça, ça a été 4 mois de développement très Mhm. intense, d'assemblage de technologies, etc. Et ça a été le premier pas, en fait, vers ce qu'on appelle le sous-titrage en direct, à savoir que, et avec traduction, ce qui était encore plus difficile, je parle et ce que je dis est affiché, traduit derrière moi. Mhm. Il y avait 5 à 7 secondes de latence entre la fin de la parole et l'affichage. Ce qui était déjà un bel exploit. Et puis, ça a été remarqué par la Cité des Sciences, en fait, de Paris, qui nous a dit ce que vous avez fait là sur Roland-Garros, franchement, Mhm. c'est très bien. Et du reste, on était les seuls fous sur la Terre à l'avoir fait et avoir accepté de le faire. Parce que quand Ouais. vous avez 15 000 spectateurs sur le central de Mhm. Roland-Garros qui regardent tous l'écran et qui se doutent un petit peu de ce qu'il dit et qu'il voit, etc., vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Et quand vous avez une grande dame du tennis français qui s'appelle Amélie Mauresmo, qui regarde l'écran en même temps, ben, je peux vous dire qu'à Mhm. chaque interview, et il y en avait une centaine par tournoi, Mhm. vous avez un petit stress. C'est un euphémisme. Donc, ayant réussi ça, effectivement, lorsque la Cité des Sciences nous a dit, ben, ce que vous avez fait, c'est très bien, mais maintenant, on voudrait que vous le fassiez de manière 100% automatique. Alors, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on voulait faire. En fait, c'était la suite logique, si vous voulez. Hein, donc, 2022, on avait fait un 100% humain. 2023, on avait fait à peu près 2 tiers d'humain, 1 tiers de machine, d'IA. Mhm. Et on s'était dit, la suite logique, c'est de faire du 100% humain, tout simplement, du 100% Mhm. IA. Et donc, ben, on a dit, ben, écoutez, Banco, on va travailler ensemble pour y arriver. Et ben, c'est ce que nous avons fait. Il a fallu à peu près 3 mois pour sortir le premier prototype, pour leur montrer ce que ça faisait. Et puis ils ont dit banco. Et au bout d'un an, on avait un service qui était opérationnel, qui va s'améliorer après dans le temps. Non pas tant forcément par la qualité de ce que ça fait, même si effectivement on va beaucoup travailler, on continue à travailler sur Mhm. la qualité, notamment
la gestion de la parole, en fait, parce que c'est tout part de là. Hein. Mais sur ce que ça peut faire, en fait, comme service annexe. Un exemple, là, depuis quelques jours, et ça, vous pourriez même le faire avec ce que vous avez fait donc, à New York, eh bien, on peut récupérer intégralement le verbatim écrit de ce que vous avez dit. Ok. D'accord ? Vous cliquez, vous récupérez un fichier Word de manière instantanée, et vous pouvez générer en moins de 5 secondes, on a fait le test, un résumé de ce qui a été dit comme ça, qui se fait comme ça en quelques secondes pour quelques lignes. Ok. De 1 heure, 2 heures, 3 heures de parole. Ok, ça me fait mon descriptif de vidéo YouTube en fait. Exactement, presque. Exactement. Et je vous montrerai comment on fait. Hein. Mais honnêtement, voilà. Et quand on a sorti ça, effectivement, aux différentes personnes à qui on a présenté Newcomer, on dit mais c'est génial parce qu'effectivement, toutes les réunions où j'assiste, je dois me faire un compte rendu derrière, ça me prend un temps, etc. Et bien avec votre machine, ça se fait comme ça. Alors, c'est de l'IA générative, donc effectivement, c'est très bien, mais il faut quand même toujours avoir un petit œil dessus, on ne sait jamais. Mais voilà, si c'est pour sortir de l'interne, pas besoin d'avoir un œil dessus. Ça fait le travail sans aucun problème. Et donc, c'est une source de productivité qui va être incroyable, parce que ce qui prenait 1 heure ne prend plus que 5 secondes. C'est ça la différence. Et donc, pendant le temps que je vais gagner, je peux faire autre chose. Je vais pouvoir utiliser plus ma capacité vraiment humaine pour faire de la valeur, en fait, dans mon travail, tout simplement. Ouais, complètement. Alors ça, en tant qu'entrepreneur, le temps est précieux. Et comme on en parle, je fais les montages, je fais d'autres choses, etc. Mais tout ce que je peux déléguer à l'IA et du coup, être créatif sur autre chose, chose que l'IA ne pourra pas faire, mais créer du coup et mon talent de créativité, passer plus de temps là-dessus, ça c'est un gain de temps. C'est vraiment notre objectif en tout cas à nous, et puis je pense de beaucoup de personnes qui travaillent dans l'IA, c'est de permettre à l'humain, comme je dis toujours, de se concentrer sur son génie. Le mot d'intelligence artificielle, en fait, est un abus de langage, parce que la machine n'est pas intelligente du tout. Intelligence, la racine latine, c'est intellegere, comprendre. La machine ne comprend rien. Quand elle lit un texte, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle voit, elle constate, et elle dit la probabilité que ce que tu as dit là en français, ça soit comme ça en anglais, est de tant de pourcents, donc je te sors ça en un quart de seconde. C'est ça l'IA, en fait. Appliqué à notre métier, mais c'est pareil pour d'autres choses. Donc, quelque part, aujourd'hui, l'humain, nous avons une capacité que n'a pas la machine, cette intelligence, cette capacité, effectivement, d'appréhension, comme je disais au départ, et puis après, de traduire cette intelligence en action, tout simplement. Par la création, par exemple. Créer l'acte créatif, en fait, est un acte de génie humain. Cette capacité, effectivement, de compréhension que n'a pas la machine, eh bien, ça laisse à l'humain cette partie de génie qui peut encore exprimer, et donc avoir, effectivement, du temps pour faire des choses à valeur ajoutée, en fait, où son génie, en fait, s'exprime, tout simplement. Pourquoi Newcomer ? J'ai trouvé le nom un dimanche matin à 6h30, parce que une fois qu'on a créé tout ça, on s'est dit il faut le marketer, parce que forcément on avait vu le potentiel dès le départ, et ça commence par un nom, donc ça a été le brainstorming habituel, etc. Newcomer, en fait, alors ça s'écrit N-U-K-O-M-R, donc Newcomer en ch'ti. En ch'ti. Voilà. En fait, c'est les nouveaux communicants. C'est ce que l'on veut donner comme idée. C'est pour ça que ça se prononce comme un newcomer, donc communicator, etc. C'est un condensé de tout ça. Donc, c'est les nouveaux communicants qui vont utiliser effectivement des outils comme cela pour communiquer entre eux, tout simplement. Donc, on a trouvé, alors, parce que j'avais mis un cahier des charges, pour que ça fasse un petit peu start-up aussi, etc. Enfin, voilà, donc, il y avait des contraintes de cet ordre-là, que ce soit relativement court,
facile à dire dans toutes les langues, etc. Enfin voilà, donc c'est jamais simple de créer une marque comme ça. Ouais. Et quand on a trouvé que c'était pas trop mauvais, ben voilà, on a déposé, fait tout ce qu'il fallait, et puis c'est parti là-dessus. Ouais, on trouve que c'est un nom sympa qui va bien au service. Ouais, une très bonne idée. Mais du coup, quand on crée un tel projet, comment on ose du coup le proposer par exemple à Roland Garros? Comme vous expliquez, il y a autant de monde. Comment on gère la pression? Comment on se dit ok, je me sens légitime pour y aller et on tente le truc? Alors pour Roland Garros, je me souviens, j'ai eu le patron de la partie broadcast techno en fait comme ça, image, au mois de décembre. On se souvient, il m'a dit au départ, je veux la traduction, et puis il me dit oui, mais je veux après l'afficher en sous-titres, sur un grand écran derrière les joueurs. J'ai dit la traduction, ça je suis prêt, l'autre je suis pas prêt. Allez, si vous me laissez, c'était pour le tournoi 2022, donc on était décembre 2021. Si vous me laissez jusqu'au mois d'avril, je serai prêt. Alors que j'avais rien de prêt en fait. Mais on avait déjà travaillé et réfléchi aux possibilités techniques en fait et technologiques de faire ça. Et il dit non, je veux un prototype, je veux un test en février, dans 2 mois et demi. Je veux que dans 1 mois, on fasse une visio avec différentes personnes de l'organisation du tournoi et que vous nous disiez à ce moment-là, c'est go, no go. Bien sûr, j'ai dit go, parce qu'on avait travaillé entre deux comme des malades. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ça? Je vais être clair, c'est de la folie. À un moment donné, et c'est là que la machine, en fait, aujourd'hui, ne peut pas faire ça. C'est que dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été confronté à des situations comme ça. Et effectivement, où je me suis trouvé dans des situations où je devais faire l'impossible. Et puis, c'est dans l'impossible qu'on se dépasse et qu'on arrive à trouver des voies qui n'ont pas forcément été trouvées avant. Qu'on s'en prend plein la figure parce qu'on se trompe, bien évidemment. Et quand on se trompe, on apprend, bien évidemment aussi. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'humilité dans tout ça. Mais effectivement, si on n'a pas une capacité à se dire ouais, je vais y arriver, même si on n'a pas grand-chose sous la main, après, si c'était fait loi, et puis vous y allez, et puis vous faites ce qu'il faut, tout simplement. Donc là, après aussi, c'est aussi une connaissance, justement, et un savoir sur tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, il est évident qu'on peut connecter tout et n'importe quoi à quasiment tout et n'importe quoi. Et en fait, ce que je dis, c'est que je suis un joueur de mécano, mais qui joue avec des briques technologiques, tout simplement. Et j'emboîte ces briques les unes après les autres, en mécano ou Lego, comme on veut, mais j'emboîte ces briques, et ces briques, en fait, on arrive à les faire communiquer entre elles. C'est parfois simple, parfois beaucoup moins simple, parce que c'est pas prévu pour fonctionner ensemble, mais avec une passerelle tierce, on arrive à faire fonctionner 2 choses qui ne voulaient pas, etc. Et puis c'est comme ça qu'on y arrive. Mais effectivement, à la base, c'est se dire je n'ai rien à perdre, d'accord. C'est une confiance en soi qui dit tu vas y arriver. Et surtout pas, tu pars pas perdant, parce que sinon, si tu pars perdant, commence pas, ça sert à rien. Et puis après, le travail, beaucoup de travail, ça fait le reste. Parce que c'est tout. Si une machine calcule la prise de risque, elle peut du coup ne pas y aller en se disant que, voilà, si elle va échouer, elle ira pas. C'est évident. Et de toute façon, c'est pour ça que quand on dit est-ce que l'IA va remplacer l'humain sur tout, est-ce qu'on aura des IA qui vont créer des entreprises, est-ce que le chef d'entreprise sera remplacé par une IA? J'ai voyé ça récemment. Non, l'IA va aider le chef d'entreprise à se concentrer sur son génie. C'est là que oui, ça va faire. Mais l'IA ne peut pas remplacer parce qu'effectivement, on le voit, beaucoup d'inventions humaines ou de découvertes scientifiques sont nées de hasard, d'accord.
ou du fait que les personnes ont persévéré, ont parfois eu la folie de mettre ensemble des composants qui n'avaient mais alors strictement rien à voir, que même la machine n'aurait pas pensé à mettre ensemble, Ouais. et la chimie a fait le reste, C'est et puis ça. ça a fonctionné. Donc non, l'IA n'est pas prêt en fait de supplanter le génie humain, parce que on a cette capacité de folie. Mais c'est vrai, c'est la folie en fait. Hein. Oui, Quand on y pense oui. par rapport à Roland Garros, après, il y a des moments où j'étais, parce que en plus, j'ai signé un contrat avec un taux de service, donc le fameux SLA, Service Level Agreement, de 99,9%. C'est-à-dire que j'avais 0,1% de droit à l'erreur. Et quand je dépassais ça, ça nous coûtait une fortune. J'aurais pu presque piller la boîte, hein, si on avait vraiment eu des gros problèmes. Donc je peux vous dire que je me suis investi personnellement beaucoup sur ce dossier. Je l'ai suivi de très très près. Et effectivement, on a eu 2-3 cas d'interview où la machine, il y a eu un problème technique. Bon, c'est tout, ça pouvait arriver. On avait fait pourtant backup 1, backup 2, etc. Main, enfin, on avait pris toutes les sécurités, et bien à un moment donné, ça démarre pas. Donc voilà. Et donc quand vous avez Ami et Mauresmo qui vous tombe dessus par le biais de ces intermédiaires, etc., là vous n'êtes pas bien, forcément. Et ça m'est arrivé 2-3 fois comme ça en 2022 ou 2023, parce que voilà, ça n'a pas marché. Heureusement, sur l'ensemble de toutes les minutes qu'on a faites, etc., on a fini à 99,97% de SLA. Donc on a été meilleur que ce qu'ils nous avaient dit, et de loin. Mais oui, ils avaient une pression. Je peux vous dire que chaque fois qu'il y avait une fin de match, j'étais là, je regardais, j'écoutais, etc. Parce que j'avais un peu la boule au ventre. Donc je l'avoue, j'étais pas sûr de moi, parce que il y avait de la machine, il y avait de l'humain aussi qui pilotait la machine, et puis un humain, à un moment donné, peut avoir une défaillance. C'est inévitable. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait le moins possible. Donc, oui, si on n'a pas ce genre de folie, on fait rien, de toute façon. C'est clair. Hein. Très clairement. Et de toute façon, pour être entrepreneur, il faut être un peu fou, quoi. Donc, oui, parce que ça dépend des situations, mais moi, je ne suis pas issu d'une grande famille qui m'a permis de démarrer sereinement, d'accord. Ça veut dire que moi, toute ma vie, en fait, ma maison était en jeu quasiment. Hein. Ça veut dire que tout ce que j'ai, en fait, c'est ce que j'ai fait dans mes entreprises. Quelque part, effectivement, il faut avoir cette folie de se dire, je peux me retrouver à la rue de ma maison parce que j'ai fait les mauvais choix. Mais j'y suis allé quand même, par passion et folie, mais voilà. Et sans ça, effectivement, on ne peut pas avancer, je pense, loin et vite. Mais quand, par exemple, même là, votre projet, c'est vrai que la persévérance aussi, elle puise aussi sa source dans le fait que, par exemple, là, ce projet qui est inclusif et qui permet de créer des ponts, quand on sait qu'on tient quelque chose et qu'on sait pourquoi on le fait, on lâche pas, en fait. Ah oui, c'est évident. C'est-à-dire que là, si vous voulez, ce projet, on l'a voulu inclusif de A à Z, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais 3% des revenus qu'on va générer avec Newcomer seront reversés à des associations de lutte contre l'exclusion. Ça veut dire que là, on boucle la boucle complètement. Non seulement on a un outil qui est lui-même inclusif pour des personnes qui peuvent être exclues, d'accord, mais avec ce qu'on va générer comme revenus, etc., on va en prendre une partie qu'on va donner à des associations, donc à but non lucratif en fait, qui vont faire du bien autour d'elles par rapport à n'importe quel type de situation d'exclusion. Donc, et ça, effectivement, ça donne du sens et de la profondeur à ce que l'on fait. Le business, bien évidemment, c'est pour avoir une rentabilité et faire en sorte que les personnes soient payées et qu'on ait une petite rétribution du risque que l'on prend. Ça, oui. S'il n'y a pas ça, l'entreprise ne dure pas. C'est clair. Mais si en plus de ça, vous pouvez rajouter une dimension sociétale ou ce que vous voulez en fait, et qui permet d'avoir ce rôle d'inclusion et quelque part de donner à certains ce qu'ils n'ont pas, là, voilà, vous bouclez la boucle qui est la vôtre, et donc
vous avez une satisfaction qui est de rendre un service et en plus de faire du bien autour de vous. Ouais. Pour moi, il n'y a pas mieux. Oui, puis un business, faire de l'argent, c'est quelque chose de positif dans le sens que ça permet aussi d'investir dans la recherche. Exactement. Et d'aller plus loin dans l'idée qu'on a de base Tout pour à fait. pouvoir avoir d'autres personnes qui vont pouvoir contribuer. Et parce qu'il faut des moyens pour faire de la recherche, il faut des moyens. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est clair. Ça permet d'avancer sur ce point-là. Donc, oui, c'est sûr que ça, si en plus ça peut boucler en étant auprès d'associations et même de leur permettre d'accéder aussi à ce type de contenu, c'est incroyable. Tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est venu progressivement parce qu'on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller au bout du bout de la logique. Et on s'est dit, c'est en faisant ça. Alors, après, toujours pareil, ça m'est pas venu comme ça, je dois le dire, et rendre aussi hommage à l'une de mes anciennes collègues qui a monté une boîte qui fonctionne très bien, en fait, qui s'appelle Tribi, qui est des cagnottes, en fait, qui est pareil avec un système comme ça, pour les anniversaires et autres, qui permet comment dirais-je, de prendre une partie aussi des bénéfices et de les reverser à des associations. Je me suis dit, tiens, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais et si on faisait ça nous aussi avec Newcomer, parce que c'est une idée qui est géniale en fait, de pouvoir tourner ça. Et j'ai regardé et puis je me suis dit, oui, c'est tout à fait faisable, donc faisons-le, bien évidemment. Faisons-le. Après, c'est une volonté d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien ne pas le faire. Oui. Voilà. Mais on s'est dit, non, si on fait ça, effectivement, on a un système qui est complètement vertueux. Ouais. Donc faisons-le, tout simplement. Et ça, du coup, ça nourrit toujours ce truc de que ça reste un outil, oui, sur tous les plans, qui est au service de l'homme pour qu'il puisse être créatif et du coup créer encore d'autres choses qui puissent toujours être au service de l'homme, en fait. Tout à fait. Et surtout, en fait, après, mais là, c'est peut-être, je dirais, un vœu pieux ou un souhait idéaliste, mais moi, je crois toujours qu'il y a toujours quand même un peu de bon dans chaque être humain, d'accord, et que ce qui manque à certains, c'est la compréhension mutuelle. Ouais. Et si certains se tapent les uns sur les autres, c'est parce que ils n'ont pas bien compris qui était l'autre, respectivement, oui. d'accord. Oui, bien sûr. Et donc, je me dis que par le petit bout de la lorgnette, du côté linguistique, si je parle la langue de l'autre et que quand il me parle, je comprends ce qu'il dit et réciproquement quand je parle, peut-être qu'on va arriver effectivement à échanger et donc à comprendre d'où viennent les divergences. Et après, il y a des fois des choses qui sont pas entendables, mais voilà, je pense que c'est dans l'échange toujours qu'on progresse, c'est-à-dire. Et parce que s'il n'y a pas d'échange, on reste chacun sur ses positions et on reste campé comme ça. Mais voilà, dans l'échange, on progresse et donc le progrès, au fur et à mesure, avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance éventuellement, peut arriver à des choses positives. Je suis d'accord. La compréhension permet l'empathie. L'inverse engendre du jugement. Et le jugement engendre du négatif. Exactement. Donc, ou de se sentir supérieur ou inférieur, engendre de la peur, etc. Tout à fait. Du manque de confiance en soi, etc. Et donc, ou de la peur effectivement du jugement de l'autre et tout. Donc, alors que, voilà, si on arrive à échanger et donc à chacun apporter sa richesse à l'autre, parce qu'on a tous une richesse en soi, en fait, par son histoire, par plein de choses, sa culture et autres. Donc, logiquement, par fertilisation croisée, on arrive à s'élever tous en même temps, en fait. Donc, c'est oui, puis le logiciel, en étant accessible à tout le monde, permet aux personnes de vivre l'expérience de rencontrer quelqu'un directement de différent sans passer par un intermédiaire comme la télé, comme les infos. Tout à fait. Et ce qui permet du coup de se rendre compte soi-même de qui est l'autre, en fait, de découvrir vraiment l'autre en vivant l'expérience. Exactement. Alors, la vocation première de Newcomer n'était pas ce qu'on appelle le B2C, c'est-à-dire en fait de personne à personne, d'accord, dans un cadre
privé, je parle bien. Dans un cadre professionnel, oui. Dans un cadre privé, non. En revanche, on s'est aperçu rapidement que il y avait, quand on présentait le produit, une telle attente et une telle appétence par rapport à ce genre de choses, même dans la vie courante, que on aura une version B2C, c'est évident. Moi, la première, je suis venue vous le demander. Mais voilà, donc, mais bon, c'est dans le cadre professionnel quand même déjà pour vous. Mais c'est évident en fait. Et vous voyez là, par exemple, je pense que ça va se faire, mais j'ai proposé gratuitement l'outil à l'école de notre fille, qui vont, je pense, l'adopter pour commencer à acculturer, même chez les tout petits, en fait, les élèves, donc par rapport au fait d'utiliser une langue ou de la comprendre, etc., quelle que soit la langue, hein, parce que comme il y en a plus de 20, donc ils pourront comme ça voir, quand je dis bonjour en français, ça dit ça en allemand, par exemple, ou ça en néerlandais. Donc s'ils vont se promener de l'autre côté de la frontière, en fait, et qu'ils entendent, alors c'est du flamand, donc ça peut être un peu différent, mais bon, ils verront que, oui, tiens, ce que j'ai vu à l'école, le bonjour, c'est ça, comment vas-tu, c'est ça aussi. Et donc, et ça permet l'ouverture, toujours pareil, sur le monde qui nous entoure, parce qu'aujourd'hui, on a tous les moyens, effectivement, de pouvoir voir le monde. Par contre, on n'a pas forcément les moyens de le comprendre. Et puis, ça peut être aussi un très bon outil d'apprentissage, l'utiliser pour même nous améliorer en langue, parce que on est beaucoup à regarder des films et des séries en VO sous-titrés en anglais. Mais ça veut dire qu'on pourrait avoir accès à quelqu'un sous-titré en anglais, donc dans sa langue. Exactement. De toute façon, c'est pour ça que je l'ai proposé, donc, comme je disais effectivement à l'école de notre fille, c'est que un professeur, enfin un maître d'école qui n'est pas anglais, donc qui est français, même s'il a un bon niveau en anglais, ne connaît pas tout. Donc et je vois parfois ce que nous rapporte notre fille sur la prononciation de tel mot ou la traduction de tel mot, fait dire que bon, si on leur apprend ça, déjà ils partent pas avec les bonnes bases. Avec un outil comme celui-ci, la maîtresse parlera en français et ils vont tous voir écrit, ça peut être sur un tableau comme celui-ci, écrit en anglais ce que la professeure, donc la maîtresse a dit, l'entendre aussi, parce que c'est ça aussi l'intérêt, mais aussi en italien, en espagnol, en allemand, etc., pour montrer que et c'est le début de l'ouverture au monde. C'est que oui, dans le monde, en fait, il y a, je crois, il y a plus de 200 pays, et il y a des milliers de langues. Et que ces milliers de langues, en fait, si on fait pas en sorte que, il y ait ces passerelles de compréhension les unes entre les autres, ça fait beaucoup de gens qui sont les uns par rapport aux autres dans des murs, en fait, derrière des murs, qui font que, ils vont pas trop se comprendre. Et donc, si dès le plus jeune âge, on peut leur montrer que ces murs, ils peuvent être abolis comme ça, facilement. Bien sûr, ça n'exclut pas, et au contraire, l'apprentissage des langues, parce que avoir recours à une machine, en fait, et un outil comme celui-ci, bon, voilà, ça dépanne, mais quand même, l'idéal, dans la vie de tous les jours, c'est de pouvoir s'exprimer, effectivement, dans une autre langue, en fait, si on est amené à le faire. C'est l'idéal. C'est pas forcément simple, mais voilà. Donc après, effectivement, moi, si je suis face à un Polonais qui parle pas un mot d'anglais, là, je vais être embêté parce que je connais pas. Enfin, si je connais quelques mots de polonais, mais pas suffisamment pour pouvoir parler et échanger avec la personne. Donc là, l'outil aura sa justification. Mais si j'avais pu apprendre le polonais, je l'aurais fait parce que si j'avais été là. Donc oui, l'idée, c'est effectivement de donner accès à plus de choses, et c'est toujours pareil, hein, il faut pouvoir être aidé par ce genre d'outils, l'idéal étant de maîtriser à la base les choses soi-même, parce qu'on est plus confortable en fait, et même on a une satisfaction en fait qui est aussi plus importante de pouvoir écouter, comprendre et puis répondre directement, voilà. C'est agréable. Mais ça permet de se lancer avec plus de confiance et d'être directement dedans et de vivre, du coup, parce que quand on apprend à l'école, on comprend pas forcément l'objectif de pourquoi on est en train d'apprendre cette langue. Et quand on comprend pas l'objectif, on n'est pas motivé. C'est clair.
c'est beaucoup plus compliqué du coup d'y mettre du sien Oui. que quand on est confronté dedans Et oui. et ben on se dit ok, au moins ça me permet de savoir ce que j'aurais voulu dire ça, j'aurais pu le dire comme ça. Mais en fait je vais mieux retenir Oui. que si je vais passer des heures et des heures en classe. Donc parce que quand j'ai parlé du logiciel, certains de mes amis ont dit ah ouais mais du coup tu vas être plus flemmard pour apprendre. Je dis bah je t'assure que j'ai fait des gros progrès quand je l'ai utilisé et quand je suis allée là-bas parce que du coup ça m'a donné plus confiance en moi pour communiquer que j'aurais pu ne pas communiquer Bien du sûr. tout en fait et rester avec mes cousines qui parlent français ou avec parce que les Français à New York restent beaucoup entre eux donc ça c'est un effet un peu humain partout dans le monde c'est comme ça oui. Voilà donc en général on reste avec les personnes avec qui on se sent à l'aise en zone de confort bien sûr. Donc du coup ça permet de rester dans une certaine zone de confort mais tout en apprenant parce que c'est pas le logiciel qui va faire que je vais pas apprendre l'anglais ou me dire voilà bah du coup je vais me reposer là-dessus et ne pas l'apprendre. Au contraire, ça va me faciliter pour oser aller parler avec les gens et je vais apprendre en même temps, pouvoir discuter en soirée. Voilà, ça a été le cas où ma cousine et une des personnes qu'on a rencontrées sont des fans de Taylor Swift. Ok, bah elles peuvent communiquer et parler de ça. Donc chose que ce serait pas produit autrement. Pareil, on a pu l'utiliser et être plus à l'aise dans le fait que ce serait moins gênant ou ben je sais que je vais galérer, ça va être très compliqué de trouver mes mots, je manque de vocabulaire, je maîtrise un peu la grammaire, ok, mais je vais tellement manquer de vocabulaire que la conversation est tellement longue que voilà, je vais pas le faire. Là, du coup, on y va en fait. Donc, mais de toute façon, voilà, c'est une aide à la compréhension et comme toute aide en fait, et c'est comme ça qu'il faut prendre l'IA, ça ne remplace pas. C'est complémentaire. C'est complémentaire des interprètes humains, c'est complémentaire de l'apprentissage des langues, en fait, et parce que humainement, je peux apprendre une langue étrangère déjà, ça c'est déjà beaucoup. En France, je sais pas quel est le taux en fait de maîtrise parfaite d'au moins une langue étrangère, mais il n'est pas forcément très élevé. Mais là, je peux, sans en maîtriser une autre, pouvoir m'exprimer dans 20 langues. Donc, c'est tout l'intérêt de ce genre d'outil, c'est de démultiplier mes capacités. C'est ça, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut prendre l'IA, en fait, comme un effet démultiplicateur par rapport à mes propres capacités, que je dois continuer à augmenter. Ça, oui. Bien évidemment. Ouais, je pense. Mais moi, j'imagine par la suite qu'on pourra voir les sous-titres des gens en train de parler et ça permettra vraiment d'avoir. Ça, c'est effectivement, ça c'est le rêve de Google, etc., de tous les GAFAM, et qui ont fait des essais, etc., qui font de belles vidéos, mais quand ils veulent faire ça après hors vidéo, ça marche plus. Oui, alors après, c'est sur quoi va-t-on voir ces sous-titres? Alors, il y a des il y en a qui rêvent des Google Glass, mais vous voyez, moi déjà j'ai du mal sans mes lunettes à voir quoi que ce soit. Donc je vois pas comment mon œil, qui doit être filtré par mes verbes progressifs pour vous voir nettement, pourrait arriver à voir là à 2 cm un texte qui passe. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner. En tout cas pour des gens comme moi. Bon, il y a bien un entrepreneur assez fou qui trouvera... Exactement. Alors, je vais vous dire, moi, je fais partie de ces personnes qui ont commencé leur carrière professionnelle avec une voiture essence, avec une boîte de vitesse et une carte sur les genoux. Ok, et qui se trompaient au rond-point, etc., et qui arrivaient en retard systématiquement, qui devaient s'arrêter à une cabine téléphonique chaque fois sur laquelle il y avait du chewing-gum parce que les gens les dégradaient pour rappeler le client pour dire je suis en retard. Ça, j'ai connu ça. Ok. Aujourd'hui, vous dites ça, voilà, des gens de votre génération. Ah bon, ça existait? Oui, c'était il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a 30 ans, c'était comme ça. Donc, il y a 30 ans, on avait des cartes encore. Aujourd'hui, la carte, elle est dans mon téléphone. Donc, dans 20 ans, je suis sûr qu'il y aura des choses comme ça, en fait, qui nous permettront ça sera peut-être même, vous voyez, pas visuel, mais peut-être par le biais d'implants neuronaux ou de choses comme ça, que ça va, entre guillemets, résonner dans mon oreille, que je vais entendre en direct, parce qu'on aura tous été pucés comme les animaux, mais avec un implant Neuralink à Elon Musk, qui nous permettra en fait
de capter ce qui est dit, traduit, etc., par la puce qui est dans notre tête, et diffusé dans notre oreille interne, et je vais entendre dans mon cerveau ce qu'il dit dans ma langue. C'est la science-fiction, ça. Hein. Oui. Mais la science-fiction, très souvent, elle... Exactement. Et dans 20-30 ans, s'il le faut, on y sera. D'accord ? Donc, de toute façon, ce que je dis à mes enfants, tout est possible. À partir du moment où vous avez la volonté et la folie pour le faire. Mais tout est possible. Donc, ce dont je vous parle, j'y ai pensé, non pas à ce niveau-là, hein, mais l'une des problématiques que j'ai rencontrées dans notre métier, pour la traduction classique en fait, parce que c'est quand même aussi notre métier principal, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand frein d'un traducteur quand il fait une traduction, donc qu'il tape sur un ordinateur, ce sont ses doigts. C'est-à-dire que lui, il pense en temps réel ce qu'il voit écrit. La traduction, il la pense directement, mais il doit taper comme ça. Et sur un clavier, je suis désolé, mais une frappe moyenne, c'est 90 mots à la minute. Quelqu'un de très puissant, c'est 120, mais c'est que 90 mots à la minute. D'accord ? Ça veut dire que pour traiter des pages et des pages, en fait, ça prend du temps. Et donc, le frein, il est là, dans les doigts. Et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché, parce que ça existe déjà depuis 3-4 ans, d'avoir en fait des casques en fait comme ça, et ça commence à arriver, qui captent les impulsions électriques du cerveau. Ça veut dire que, et ça se fait de manière expérimentale, mais ça va, je pense, se développer, par la pensée, je vais pouvoir dicter. Et donc, j'ai cherché en fait des moyens de donner à mes traducteurs humains la capacité de « je pense ma traduction ». En fait, je l'écris dans ma tête et c'est écrit sur mon clavier, en direct. Ça, j'ai plus le frein des doigts. Ça va arriver, ça. Ça va arriver. Donc, alors, entre deux, il y a la traduction automatique, hein, mais pour ce qui ne pourra pas être fait encore par la traduction automatique, et quand je parle de ça, ça peut être pour tout autre métier où je dois dicter quelque chose. La voix, effectivement, peut m'y aider, et avec un outil comme Newcomer, effectivement, on pourrait détourner l'outil pour en faire un outil de dictée. Mais la pensée, c'est encore plus rapide. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il y a des personnes, en fait, qui ont mal à la gorge, etc. Donc, le fait de bypasser mes cordes vocales et d'aller directement du cerveau, en fait, à la machine, ça va arriver. Donc, vous avez même déjà cherché, en fait, vous, les moyens pour pouvoir... Oui, et j'ai trouvé, en fait, aux États-Unis, effectivement, des casques comme ça, qui étaient en bêta, mais je suis ça de très près, parce que je sais très bien que les technologies... et c'est là qu'effectivement, au début, je disais savoir, compréhension, réflexion, action. C'est ça. Si je sais pas, si je m'intéresse pas à tout ce qu'il y a autour de moi dans le monde, en fait, je passe à côté. Hein. Et Newcomer, c'est ça. C'est né parce que je savais qu'il y avait d'un côté ce qu'on appelle le STT, le speech to text, en fait, c'est-à-dire la capacité de pouvoir capter la voix, etc., et après la traduire en texte. Je savais qu'il y avait la traduction automatique, je savais qu'il y avait le TTS, le text to speech, etc. Je savais qu'on pouvait faire des passerelles entre tout ça. Je savais que on pouvait travailler la voix avec l'annulation du son, le ANC, en fait, qu'on a sur les AirPods ou les écouteurs comme ça, etc. Et quand on sait tout ça, on se dit qu'en mettant tout ça bout à bout, on peut arriver à mettre dans un seul produit ce que vous avez vu. Mais si j'ai pas la connaissance, effectivement, la culture, quelque part la curiosité, parce que c'est ça. Tout vient de là. Hein. Si vous n'êtes pas un minimum curieux sur tout ce qui vous entoure, et que, en fait, il y a deux façons de faire, mais c'est lié aussi après à une façon de penser les choses, c'est que ou vous dites que tout peut être utile, etc., ou vous êtes dans vos certitudes, etc., je sais tout, et donc, voilà, ça s'arrête là, point. Non, on ne sait jamais tout, on ne sait rien, en fait, et donc, si on est ouvert, quelque part, on écoute, et puis on dit, c'est bête, mais en fait, ça rentre dans la tête. Et puis un jour, on dit, non, c'était pas si bête que ça. Parce que là, je vois une application dans laquelle ce qui je pensais être bête, ça peut fonctionner. Et puis c'est comme ça, en fait. C'est une créativité c'est par les passerelles, en fait. Oui. Que fait le cerveau, hein, entre tout ce qu'on connaît. Et puis l'être humain ne crée
qu'à partir de choses auxquelles il a accès, l'imagination ne se base que de choses auxquelles, enfin, la créativité, on prend des choses différentes, etc., pour créer quelque chose, mais on a besoin d'avoir accès à un maximum de choses possibles. Là, il y a deux choses. Oui, effectivement, la créativité, il y a une partie de la créativité, pour moi, qui est effectivement liée à la culture et à tout ce qu'on connaît et que l'on traite dans notre filtre personnel et qui sort d'une certaine manière, d'accord, nouvelle, ok. Et il y a quand même, en fait, des gens complètement fous, en fait, qui sortent des choses de nulle part, qui n'ont jamais été vues, etc., et qui se disent, et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Franchement. Et ça, parfois en ayant accès à des choses, et ce que peut servir le logiciel, justement, en fait, c'est d'avoir accès à des choses complètement différentes pour pouvoir démultiplier de façon exponentielle la créativité possible, en fait. Comme on avait parlé du casque, du coup, pour pouvoir lire les pensées. Moi qui suis très proche des animaux et qui a appris à comprendre le langage aussi canin, mais moi, la première, je me dis, mais je mets ça sur mon chien, en fait. Je veux voir ça. Parce que quand on sait qu'ils sont capables de comprendre plus de 800 mots, de former des phrases, etc. Donc, ça veut dire que toute chose qui est créée va permettre d'accéder, enfin, de créer des ponts et sur des choses auxquelles on pense même pas encore à l'heure actuelle. C'est clair. Sur des choses comme ça, comme le cerveau, par exemple, on n'en connaît qu'une toute petite partie de son fonctionnement. Et ce qu'on appelle les neurosciences, en fait, etc., même si ça devient de plus en plus développé, mais on est au début de tout ça. Après, il y a effectivement aussi des peurs qui faisaient qu'on n'osait pas toucher à tout ça parce que dans quoi est-ce qu'on met les pieds, et après, il y a des sortes de croyances et autres qui font que ne touchons pas au cerveau parce que je peux déclencher des choses, etc. Effectivement, on ne faut pas faire n'importe quoi avec l'humain, ça c'est clair. Mais sans aller jusque-là, il y a effectivement des choses à explorer. Et la communication animale, par exemple, ça peut être un rêve de pouvoir vraiment communiquer avec ces petites bêtes qui sont autour de nous. D'avoir un autre rapport qu'on a actuellement, comme on a des rapports différents entre nous en tant qu'êtres humains. Mais aussi avec d'autres êtres vivants, quoi. Peut-être qu'on va mettre dans les prochaines langues de newcomer, je parle chat ou je parle chien. Donc, non, mais je plaisante. Mais c'est de cet ordre-là, effectivement. Ça peut aller l'Université Californie fait des recherches actuellement sur l'acquisition du langage chez le chien et le chat. Et ils sont capables d'utiliser jusqu'à 800 mots. Mais ça ne m'étonne pas. De toute façon, je vous dis, comme j'ai dit plusieurs fois, tout est possible. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même une grosse différence par rapport à... C'est un peu vieux, voilà. Mais à ma génération, quand j'étais étudiant, c'est qu'à l'époque, pour avoir accès au savoir, il fallait aller à la bibliothèque. Internet, ça allait à 2 à l'heure quand on y avait accès, parce que c'était un luxe, en fait, etc. Donc, l'accès au savoir était... pas nul, mais très, très compliqué, très complexe. Il fallait avoir une universaliste chez soi pour pouvoir savoir, en fait, voilà, ce qui se passait. Aujourd'hui, votre téléphone vous donne l'accès à un savoir total, quasiment total, en fait, et au niveau mondial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les générations, et les générations futures encore plus, ont un accès illimité à tout ça. Condition de savoir bien le traiter. Mais voilà, il n'y a plus de barrière. Mais comme l'IA, en fait, à condition de savoir bien l'utiliser aussi. Exactement. Donc, il n'y a plus de barrière. Donc, ça veut dire que là, encore plus qu'avant, tout est possible. Newcomer, aujourd'hui, il est présent en France et dans d'autres pays? Alors, bien évidemment, donc on a démarré effectivement la commercialisation sur la France et donc on a déjà des premières opérations qui ont été réalisées et là qui sont sur septembre donc prévues. L'outil est mondial, donc ça veut dire que virtuellement on peut le porter partout sur toute la planète. Il n'y a aucune limite, étant donné que pour l'actionner, il faut avoir un outil, un appareil connecté avec un navigateur
Ouais. et une connexion Internet. Mhm. Du moment où j'ai ça, où que je me trouve sur la planète, je peux me servir de newcomer. Donc là, concrètement, je pars dans 15 jours, je serai là à Boston pour faire une première opération avec le musée du MIT, effectivement. Derrière, effectivement, on a été sélectionné parmi quelques startups françaises par Business France pour faire un road trip nord-américain pour présenter nos solutions au Canada et aux États-Unis. Donc, sur le gros salon d'événementiel à Las Vegas, qui aura lieu début octobre. Après, dans la foulée, Los Angeles avec éventuellement les organisateurs des JO de 2028 à Los Angeles, parce que ça peut être un outil qui peut être utilisé à ce niveau-là. On est arrivé trop tard pour les JO 2024, mais bon, c'est pas grave. Il y a les suivants qui arrivent. Et puis, on a un salon qui est prévu en Allemagne, donc à Leipzig, donc début novembre. On a fait un salon au mois de juin en Slovénie, où nous avons rencontré des gens de Singapour, de Thaïlande, du Middle East, de toute l'Europe, etc. On va développer partout. Ça, c'est clair. Parce que l'outil s'y prête, justement. Déploiement immédiat. Exactement. Et on veut le déployer sur un maximum, en fait, de personnes et d'entreprises pour qu'ils puissent s'en servir, en fait. Donc, voilà. Ouais. Ok. Mais l'idée est née ici, en tout cas. L'idée est née d'un schnorr, en fait, si on veut parler comme ça ici. Oui, l'idée, en fait, est née à Mont-Saint-Pével il y a 3 ans maintenant, avec ce que on nous a demandé de faire, en fait, pour Roland-Garros, et dans l'évolution logique des choses. De toute façon, moi, quand je fais ce métier-là aujourd'hui, enfin dans la linguistique, je ne suis pas traducteur du tout. Hein. Moi, je ne suis qu'un simple commerçant. Donc, j'ai fait des études de commerce, voilà, point. Je m'intéresse par contre à ce qui se fait dans ce secteur-là, et je me suis rendu compte rapidement que, effectivement, la partie automatisée était en train de prendre pas mal de parts de marché sur l'écrit. Donc, au niveau de la traduction. Je me suis dit, l'étape suivante, c'est l'oral. Hein. C'est évident. Il y a des barrières qu'on est en train d'abolir, en fait, technologiques qui étaient plus conséquentes, mais c'était la suite logique. Donc Roland-Garros, 100% humain, suivant 60% humain, suivant allez, 30% humain éventuellement, voire hors Roland-Garros, 0% humain. Et c'est ce qu'on a fait avec Newcomer. Donc oui, l'idée est née ici. Mais alors, on va être modeste, hein, je suis pas le seul à avoir eu l'idée, hein, ça je peux vous dire. Hein. Après, à l'avoir mise en œuvre aussi rapidement et simplement aussi, parce que on a en face de nous des petites boîtes qui s'appellent Apple, Google, Meta, etc., petites boîtes de quartier, qui mettent des milliards sur la table pour y arriver. Nous, on a mis des dizaines de milliers d'euros sur la table, seulement. Et ça montre qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on peut développer... alors, on parle de sobriété heureuse, mais c'est la sobriété économique, en fait. On peut développer des choses assez puissantes avec des moyens limités, parce qu'on a un accès maintenant à tout quasiment facilement. Chose qu'on ne peut pas faire avant. Bon, après, d'un point de vue commercialisation, il est évident que face à un Meta ou un Google, on ne va pas faire des pubs à la télé tous les soirs. Ça, c'est évident. Donc, ça va prendre plus de temps. Mais bon, on est motivé. Donc, il y aura d'autres moyens de communication. Après, voilà. De nos jours, toujours pareil, avec des facilités qu'on a via les réseaux sociaux, avec des moyens comme ça. On ne fera pas aussi bien que Google ou Meta, c'est évident. On n'a pas cette ambition-là, loin de là. Mais bon, on peut faire notre petit chemin. J'en suis persuadée aussi. Enfant, vous rêviez d'être quoi ? Vous allez vraiment rire. Hein. Je veux être expert comptable. Non, mais parce que j'ai une passion des chiffres depuis tout petit. Je compte tout. Enfin, je comptais tout. Je comptais les voitures. Je faisais des cours de météo. Et des moyennes et des écarts types, etc. Depuis tout petit, mais depuis 6-7 ans en fait. Et c'est vraiment ça. Et donc, la suite logique, c'était expert comptable. Et puis, donc, j'ai fait schéma pour ça. Et manque de chance, en première année, j'ai croisé le chemin du marketing.
et où j'ai dû utiliser beaucoup les chiffres donc pour les études de marché. J'ai dit, mais c'est génial, la compta, c'est un peu, bon, ça semble un peu monotone. Après, les experts comptables diront non, mais je me suis dit, mince, le marketing avec effectivement les études de marché et tout ça, waouh, ça peut être intéressant. Et donc le marketing m'a amené à créer une première boîte d'études de marché, d'accord, où je me suis planté royalement au bout de 2 ans, parce que je suis parti sans fonds personnels, donc avec beaucoup d'ambition, mais voilà, j'avais oublié certains cours à mon avis de schéma. Mais qu'à cela ne tienne, en fait, quasiment le jour où on dépose le bilan de la boîte, on est appelé par le client qu'on draguait depuis des mois et des mois, qui lui dit banco. Bon, donc on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir recréer quelque chose donc de manière plus simple, etc. Et puis voilà, puis on est reparti. Et donc études de marché, sondage, en fait, où là vous manipulez des chiffres. Donc j'étais aux anges, les chiffres qu'on faisait parler, en fait. Et puis de fil en aiguille, effectivement, après, je suis resté sur le marketing, et puis j'ai été à l'EDEC, et puis dans une boîte de taxi, etc., avec le côté marketing, en fait, où j'ai réussi à concilier, parce que j'aurais pu être ingénieur ou commerçant. Et puis c'est parce qu'il y avait plus de cours de philo, d'histoire géo, etc., en prépa HEC, que je me suis dit, allez, plutôt que de faire de la physique, de la chimie et des maths toute la journée, on va faire un truc plus ouvert. Donc je suis allé en prépa HEC. Et donc cette ouverture-là, ça m'est resté. Et le marketing avec les chiffres, plus de pouvoir développer des choses, inventer des choses, etc. Je me dis, tiens, là, j'arrive à couvrir toutes mes passions, en fait. Ma dernière question, Oui. et je préviens, je suis fan de science-fiction. Oula, Donc, attention. Si vous pouviez remonter le temps, et que vous pouviez aller vous donner un conseil à un moment clé, peut-être avant la création d'entreprise, etc. Là, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez vécu, expérimenté, et que le temps et l'expérience permettent d'apprendre des leçons et de comprendre des choses, à quel moment vous iriez et qu'est-ce que vous vous diriez? J'irai au moment où j'ai créé ma première boîte, donc je l'ai créée dans ce schéma, donc à 22 ans, et je me dirais, alors, soit attends, n'y va pas, maintenant, rentre comme salarié quelque part, et puis là, bon, mais c'est pas moi ça. De toute façon, il faut que je fasse, et dans ces cas-là, je suis tellement têtu que je vais faire. Par contre, je dirais, va moins vite. J'ai voulu aller trop vite, effectivement, pour la première boîte que j'ai créée et qui a été un échec, parce que j'ai voulu aller trop vite. Et donc, je me dirais, cool, tu vas bosser plus, ok, c'est pas grave, tu vas passer tes nuits à bosser, mais plutôt que d'embaucher 3 personnes, tu commences par une. Et puis tu montes le chiffre d'affaires. Et puis quand tu peux payer cette personne-là et que tu peux enfin commencer à te payer toi, éventuellement, et que tu as une visibilité sur le marché et que tu as même plus que qu'il n'en faut, et ben tu vas embaucher une deuxième personne. C'est ça. Bon. Et c'est effectivement ça que je me dirais. Mais enfin, quand on a 22 ans, 23 ans, quand on est complètement barjot et qu'on est dans son projet et que on est sûr qu'on va être le meilleur du monde, allez écouter ça. Non, mais c'est ça le problème, c'est que je me dirais ça, mais est-ce que je m'écouterais moi-même? C'est ça la chose. Mais l'avantage, c'est que d'autres aujourd'hui peuvent l'entendre. Et contrairement à une IA, en fait, l'échec nous permet d'apprendre parce qu'on ose justement et qu'on expérimente cet échec, et cet échec nous permet de retenir des leçons. Et c'est pour ça que je pose cette question, parce que l'être humain, c'est lui justement qui expérimente les échecs. Ça, et on n'apprend jamais mieux que de ses échecs, en fait, de ce qu'on a pas moi, réussi. je peux dire que j'ai beaucoup appris, parce que je passe tout ce que j'ai vécu pendant cette première expérience professionnelle. En fait, ça a été pour moi un accélérateur. C'est ce qui fait que j'ai pu être prof à 24 ans, 25 ans, d'élèves qui avaient parfois le même âge que moi. D'accord. Et dans la 5e école de France, de commerce de France, à l'EDEC. Et donc, c'est parce que j'ai eu un accélérateur, mais incroyable, de maturité, parce qu'en gros, en 2 ans, j'ai pris 10 ans dans la figure.
Donc, à mes dépens. Et c'est ce qui m'a permis, effectivement, après, d'aller plus vite. Ça, c'est clair. Et parce que aussi, de l'échec, je me suis toujours dit, ok, t'as pris une porte, ben maintenant, t'as compris pourquoi? Oui, ok, d'accord. Bon, voilà. Et ben, maintenant, tu la prendras pas une deuxième fois. Ouais. Et puis, maintenant, tu te relèves et puis tu y vas. Tu bosses. Tu repars. Voilà, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est clair. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup Thierry d'avoir été aussi sincère et d'avoir partagé du coup toutes ces expériences et en même temps d'avoir fait aussi découvrir nos commerces, de m'en avoir fait profiter également, que j'ai pu réaliser ce rêve fou d'interviewer un entrepreneur en plein Harlem. Donc merci encore beaucoup. Je vous en prie, merci à vous aussi pour l'invitation, ça fait un plaisir d'échanger avec vous.